L'un a été à la barre du Téléjournal, l'autre à la barre du Canadien de Montréal. Aujourd'hui, la cause des sans-abri les réunit. Voici Bernard de Rome et Serge Savard. C'est encore populaire, hein? Monsieur Savard, Monsieur de Rome, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Vous êtes coprésident de la nouvelle campagne de financement de la Maison du Père, un organisme présent à Montréal depuis 40 ans. La Maison du Père est un refuge pour les hommes sans-abri qui offre aussi un soutien à ceux qui souhaitent sortir de l'itinérance grâce à des programmes de réinsertion et d'accompagnement social. Pourquoi avez-vous accepté de vous associer tous les deux à la Maison du Père? Moi, j'ai été associé à beaucoup de causes dans le passé. J'ai fait à peu près tous les hôpitaux. Mais ça, c'est une cause qui me tient un peu à cœur. Dans le temps, à l'époque, j'étais joueur ou gérant général, je sortais du forum. Il y en avait à Pop. Oui. Puis, il y en a encore, on allait manger. Ils les faisaient rentrer dans le restaurant. Ils les faisaient manger. Puis les propriétaires n'aimaient pas bien ça. Mais c'est quelque chose qui nous touche tous. Oui. Ça peut arriver à tout le monde. On va regarder en primaire la pub télé qui accompagne la campagne de financement et de sensibilisation de la Maison du Père Manon. À compter d'aujourd'hui, c'est vous qui devrez vous en occuper. Vous devrez donc l'héberger pour la nuit, le nourrir 3 fois par jour et lui servir une collation, lui fournir des vêtements propres et surtout l'encadrer pour lui permettre de se réinsérer socialement. Mais si toutefois vous ne pouvez pas vous en occuper, alors aidez-nous à le faire. Au fond, ce que dit cette publicité-là, elle dit s'il n'y avait pas la Maison du Père, il n'y a pas grand monde qui serait prêt à recevoir des gens chez eux. Hein? Et c'est un message, finalement, je dirais, qui est quand même assez provoquant. C'est une façon... Tu sais, les itinérants, les gens les voient à cœur de journée, mais finalement, il faut provoquer. C'est une réalité, puis il faut se rendre compte qu'on ne peut pas laisser les gens dans la rue, dans une société dans laquelle on est. Et la brochure est assez troublante. Vous avez tous les deux accepté d'y être présentés en sans-abri. Manon, est-ce qu'on peut voir les images? Ça, c'est Monsieur de Depuis qu'il a Rome. quitté le Téléjournal, hein, regarde. Ça, c'est Serge Savard. Non, mais au fond, ça veut dire quoi? Hey, ça? c'est vous deux, ça. Maintenant, Guillaume, peut-être en 2000, quelque chose, je ne sais pas, moi. C'est pour ça qu'il faut donner... Et ça prend pas grand-chose, hein? Juste un petit drame pour que ta vie bascule. La santé Ça change mentale, tout, hein? c'est fragile, la santé mentale. La santé mentale, non, mais les Mais gens, par il faut exemple... s'occuper de ce monde-là. Je regardais, il y a quelques semaines, dans Gatineau, il y avait 500 chiens qui étaient maltraités. Oui. Et ça a pris une journée, on les a placés tout de suite ailleurs. On réagit vite pour les animaux. On a hein? réagi très vite. Alors, je pense qu'il y a 5000 itinérants ou à peu près à Montréal. Je pense que ça mérite de s'en occuper. Qui sont les sans-abri et comment se retrouvent-ils dans la rue? Qui sont ces hommes-là? Comment on arrive à sans-abri? L'alcoolisme, le gambling. La drogue. La drogue. La dépendance, La hein, c'est ça? dépendance, le divorce. Oui, oui. C'est vrai. Quelqu'un qui perd c'est son un paquet de emploi, choses. un drame, quelqu'un, je sais pas, qui perd sa famille dans un incendie, quelqu'un, à un moment donné, je veux dire, qui ne peut plus se payer de logement, qui se retrouve dans la rue. C'est pas tout le encore monde une qui se fois. ramasse à la Maison du Père non plus, parce qu'il y en a à peu près 5000 itinérants. Il y a 300 lits à la Maison du Père. Il n'y a pas seulement... Enfin, il y a le refuge qu'on appelle, hein? Il y a 300 lits là-dedans. Il y en a 150, c'est le refuge. Enfin, c'est des situations d'urgence. Ce sont les 150 qui commencent à faire de la file l'après-midi, vers midi, vers 13 heures, en attendant que les portes ne s'ouvrent à 3 heures d'après-midi. Ils doivent s'inscrire, hein, vous savez. Ils doivent aussi laisser leur portefeuille pour le peu qu'il y a là-dedans. Ils doivent absolument douche obligatoire. Ils laissent leurs médicaments également. On trouve toutes sortes de choses là-dedans. On leur donne des sous-vêtements propres. Bon, petite collation. Ils s'en vont dans la grande salle. On leur sert à manger le soir. Le soir, ils peuvent regarder. Bon, évidemment, ils t'ont vu jouer au hockey beaucoup. Hein? Ça, quand il y a du hockey, ça, c'est la grande... Moi, ça m'a Hein? bien impressionné quand même. C'est une place tellement bien tenue, c'est propre. Il y a à peu près 80 employés, une centaine de bénévoles. Alors, c'est
C'est impressionnant. Je parle de propreté. Il reste que le lendemain, là, les gens partent vers 7 heures le matin, hein, puis ils en gardent 40, une quarantaine qui font le ménage de l'endroit. Je vous dirais que les parquets là, sont aussi bien cirés, sinon plus, que ça l'est au Sénat. Vous savez qu'au Sénat, les parquets du Sénat sont cirés, ceux de la Chambre des communes ne le sont pas. On Oui, mange mais les sénateurs ne sont pas très bons pour cirer les planchers. Ah, ben là, Ils ont fait des- eux-mêmes sont cirés dans le... Il y a une problématique qui est très troublante. Ce sont les aînés. Il y en a beaucoup qui sont itinérants, des gens assez âgés qui se retrouvent dans la rue. La Maison du Père fait quoi pour eux? Il y a à peu près 75 aînés qui sont là en permanence, qui sont nourris, vêtus, logés, dont la santé physique est très déficiente. Et ce sont des gens même qu'on va accompagner jusqu'aux soins palliatifs. Je veux dire, c'est ça, là, la Maison du Père. Donc, il y a une question sociale là-dessus. Ce sont des aidants naturels qui sont là. Monsieur Savard, c'est la première fois qu'on vous reçoit. C'est un plaisir de vous recevoir. À 15 ans, vous avez signé votre premier contrat avec l'équipe junior du Canadien. Vous avez ensuite joint les rangs du Canadien de Montréal pour 15 saisons. Vous avez soulevé la Coupe Stanley 8 fois comme joueur, 2 fois comme directeur gérant. Le Canadien gagnait dans ce temps-là. Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque qu'on n'a plus aujourd'hui? Quand je suis devenu directeur gérant en 83, il y avait à peu près 2 ou 3 joueurs locaux à l'époque, le coup. Et j'ai tout rechangé l'équipe à peu près comme elle était dans les années 70. J'ai été chercher tout le talent qu'il y avait au Québec. Et ça nous a apporté 2 Coupes Stanley supplémentaires, en 86 puis en 93. Il y a plus de francophones aussi. Hein? C'est pas juste le a fait moins que d'équipes. c'est francophone, mais on laisse passer notre talent local. À un moment donné, après mon départ, le Canadien avait même plus de recruteurs dans la Ligue junior majeure du Québec. Alors, c'est triste. Aujourd'hui, c'est un monopole, puis je trouve ça triste d'avoir laissé passer tous ces joueurs-là. Parce qu'à l'époque, là, pendant les 15 saisons à Montréal, que j'ai passé à Montréal, 15-16 saisons, on a gagné 8 Coupes Stanley. C'était toutes les 2 années, ça. Puis à chaque fois qu'on perdait, on passait un été misérable. Ben oui. Puis on se le faisait demander à chaque place qu'on allait, qu'est-ce qui est arrivé cette année. Alors moi, je voulais que les joueurs passent par où on a passé. Alors aujourd'hui, on a 8 Russes, 3 Tchèques. Le lendemain matin, ils sont rendus à Moscou. Ils n'ont pas besoin de répondre à personne. C'est un peu ça que j'ai voulu ramener, puis je pense qu'on a réussi. Monsieur Savard, brassez pas trop vos mains, vous m'éblouissez avec vos bagues. Là. Je peux les enlever. C'est la bague de la Coupe Stanley que vous Je peux avez. les enlever. D'ailleurs, je l'ai portée juste pour vous la montrer, parce que c'est immense. ça que je la porte pas. Non, mais est-ce que vous On avez veut pas le droit de la- Ça, c'est celle de 1986. Tu peux la tenir dans pourrais mes vous mains? dire qu'ils sont à peu près le tiers de la grosseur des nouvelles bagues. OK. Regardez celle des Alouettes ou les... Ah, tabarouette. C'est à peu près... Il n'y a pas un pawn shop, ça, rue Sainte-Catherine? Et tabarouette, c'est impressionnant, Ouais, elle c'est est grosse. impressionnant. Surtout vous avez des bonnes mains, hein? Ça coûte cher d'or. Serge Savard, vous étiez un joueur rapide à l'époque, réputé pour votre pirouette spectaculaire qu'on avait appelée le spinorama. Spinorama. Oui, regarde, on va en voir un ici. On va y tasser. C'était cette espèce de feinte décevante qui rendait toujours le joueur adverse un peu ridicule. Vous l'avez même fait dans le dernier match contre les Russes, c'est et parti. voilà. Et ça a même donné un but. Mais c'est vraiment votre marque de commerce. Ouais, ben, disons, je l'ai peut-être rendu populaire, mais c'est pas moi qui ai inventé ça. Là. Ça vient de Doug Harvey. Doug Harvey. Si votre femme avait fait ça quand vous l'avez demandé en mariage, oh! Monsieur Savard, plusieurs joueurs sont victimes de commotions cérébrales, parfois sévères, qui les obligent à rester à l'écart du jeu plusieurs semaines, parfois même toute la saison. Sidney Crosby est un exemple. Toutes ces mises en échec relancent le débat sur les coups à la tête. Vous en pensez quoi? Ben, je pense que c'est urgent que la Ligue agisse rapidement. Moi, j'ai emmené, il y a une dizaine d'années, plus que ça, parce que ça fait déjà plus que 10 ans que je suis parti, là, 15 ans. 15 ans, j'avais emmené au bureau des gouverneurs de donner une pénalité aux joueurs qui blessent un joueur intentionnellement jusqu'à temps que le joueur blessé revienne au jeu. Ah oui, donc 3 semaines, c'est 3 semaines, tant pis pour Dans le toi. cas de Crosby, il ne serait pas revenu encore. Alors, moi, j'ai vécu l'époque où on ne portait pas de casse. On n'était pas brillant de ne pas le faire, mais dans ce temps-là, tout le monde respectait le haut des épaules. Jamais personne montait le bâton, jamais personne frappait par en arrière. Et aujourd'hui, ben, les athlètes, le match est beaucoup plus rapide qu'il était.
Les athlètes sont plus grands, plus forts. L'équipement est extraordinaire. J'ai pesé un équipement de rien. Ça pèse rien. Ça pèse rien, c'est dur comme de l'acier. Alors, lorsque tu frappes un joueur, nous, avant, c'était du padding. Ça blessait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les gars se frappent. Vous regardez au football, casse sur casse, puis ça résulte à des commotions cérébrales. Alors, il y a des choses que la Ligue pourrait prendre des mesures et régler le problème très rapidement. C'était la même chose pour les batailles. Moi, j'ai fondé la ligne collégiale 3 dans les années 70 pour protester contre les batailles dans le hockey. Et lorsque j'ai eu à évoluer contre les Flyers de Philadelphie dans les années 70, il fallait se battre. On sautait sur nous autres, il fallait se défendre. Puis l'instigateur... Vous l'avez fait d'ailleurs avec Dave Schultz. Oui, mais l'instigateur à l'époque n'était pas pénalisé. Alors, on se ramassait 4 contre 4, 3 contre 3. C'était facile. Alors, c'est pour ça que les Flyers... Alors, ils vous avaient sorti du jeu, carrément. C'est pour ça que les Flyers de Philadelphie ont gagné 2 Coupes Stanley. Alors, ça a pris combien de temps, la Ligue nationale, avant de réagir? On est arrivé avec l'instigateur. L'instigateur avait 2 minutes supplémentaires. Après ça, on a dit, tu as le droit de te battre 3 fois. C'est ridicule. On est le seul sport au monde où on permet les batailles dans l'hockey. Monsieur Savard, vous êtes membre du Temple de la renommée du hockey depuis 1986. Le Canadien de Montréal a retiré votre chandail, le numéro 18, en 2006. Votre plus beau souvenir comme joueur? C'est tout un chandail, hein? Je dois avouer que mon plus beau souvenir comme joueur, je suis obligé de dire la série du siècle en 72. C'était l'époque où c'était la première fois que tous les joueurs évoluaient sur un même club. Les joueurs, on ne fraternisait pas avec l'adversaire. C'était une loi non écrite. Alors, on a connu nos adversaires pour la première fois. En jouant avec eux. En jouant avec eux. J'arrive avec Phil Esposito, que je détestais, pas si pire que ça. Bobby Clark, que tout le monde détestait, qui était un gars charmant en dehors de la glace. Comme à l'Assemblée nationale, finalement, hein? Oui, à l'Assemblée nationale, oui. Période de questions. Et à quel moment une nouvelle de sport devient une nouvelle tout court? Lorsque, enfin, c'est autre chose que le résultat. C'est certain que la violence au hockey, ça peut être une nouvelle. Bon, il faut le traiter Une Coupe de Stanley façon aussi, responsable. Je pense que c'est ça. Mais dès que ça sort de la question du résultat, c'est un peu comme les nouvelles du sport. Je veux dire, c'est pas juste des nouvelles de résultats. Je pense qu'il faut penser à autre chose. Puis heureusement qu'il se fait du reportage. Il y a des émissions d'analyse maintenant de sport. Mais je veux dire, tout ce qui demande d'être analyse, je pense que oui, ça l'est. C'est de l'information, c'est de la nouvelle. Monsieur Savard, en tant que directeur gérant, vous avez dû annoncer le retrait du jeu de Guy Lafleur en 84. Lafleur était le joueur de hockey le plus aimé, le plus adulé du Québec. Sur notre plateau, Guy Lafleur a déclaré qu'au fond, il ne voulait pas prendre sa retraite à 33 ans, qu'il aurait souhaité être échangé. Est-ce que c'est vous qui l'avez poussé vers la retraite? Bien, il aurait dû me le dire à l'époque. Qu'il voulait être échangé? Non, mais c'est parce que c'est lui qui a demandé de se retirer. C'est pas quand même... Il a beau s'appeler Guy Lafleur ou Jean Béliveau ou Serge Chavard, l'âge nous rejoint dans le sport. À un moment donné, on n'est plus capable de faire les mêmes choses, même si on pense qu'on peut faire les mêmes choses. À un moment donné, la production ne marche plus. Je me rappelle, Guy, à un moment donné, il y a 1 ou 2 buts en 30 ou 40 matchs. Bien là, on a mis le blâme sur Jacques Lemaire. Il ne faut pas mettre le blâme sur les autres personnes quand on commence à diminuer. Puis le sport, c'est ça, le sport. Guy Lafleur est arrivé avec le Canadien. Les 3 premières années, il était un très bon joueur de hockey, 28, 30 buts. Puis après ça, pour les 10 autres années, il a dominé complètement la Ligue nationale. Puis après ça, c'est la pente à part sur l'autre bord. Et c'est ça qui est arrivé. J'ai eu une bonne discussion avec lui à l'époque et il a décidé de prendre sa retraite. S'il avait décidé, c'était à lui de prendre cette décision-là à ce moment-là. Est-ce que vous vous êtes reparlé depuis de ça? Oh, en très bon terme avec lui. Il est revenu au jeu et c'est sûr que la production n'était plus là, mais il était encore capable de jouer au hockey. Est-ce que vous êtes allé manger des rondelles d'oignon à son restaurant? J'étais là mardi. Monsieur Derome, le Canal Historia a présenté ces dernières semaines une nouvelle série documentaire intitulée « Mon Dieu ». C'est une série éducative sur les 3 grandes religions monothéistes. On va regarder un extrait maintenant. D'après les plus récentes données, environ 3,5 milliards de personnes, soit la moitié de la population du globe, appartiennent à l'un ou l'autre des 3 monothéismes du livre. Parmi eux, les Juifs, qui ont pourtant été les premiers à croire en un Dieu qui s'appelait Yahvé, sont aujourd'hui les moins nombreux. Pour 13,5 millions de Juifs, dont 5,5 millions vivent en Israël et 5 autres millions aux États-Unis, il y a 2 milliards de chrétiens et 1,3 milliard musulmans.
Monsieur Derham, vous racontez la naissance du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Au-delà des conflits religieux qui déchirent le monde depuis des années, à la base, ces trois religions-là, monothéistes, se ressemblaient plus qu'elles ne s'opposaient. Pourquoi la chicane a-t-elle pogné? Non, mais enfin, ça, c'est autre chose. Ça devient politique à un moment donné. La religion est un sujet extrêmement délicat, explosif, je dirais, en ce moment. Regardez ce qui se passe aux États-Unis avec le Tea Party. Regardez la question. Même ici, je ne suis pas encore réglé complètement, hein, loin de là. Ça ne l'est pas plus en France, ça ne l'est pas ailleurs. Enfin, bon. Alors, moi, il s'agissait simplement de mettre la table, encore là, pour que les gens, finalement, puissent avoir un esprit, enfin, éclairé et ne pas conclure à la légère. Je veux dire, bon, depuis le 11 septembre, par exemple, on voyait quelqu'un avec le teint un peu foncé, les cheveux frisés, une barbe, etc. On dit, ben oui, un arabe, un musulman, c'est un terroriste. Tu sais, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une table ronde sur le 11 septembre. Il y a quelqu'un qui a parlé du clash of ignorance. L'ignorance, là, c'est à la base de bien des conflits. Et c'est ça qui arrive souvent. Je ne dis pas que ça règle tout, mais enfin, j'imagine que vous et nous, là, hein, on est indifférents. Je veux dire, hey, Guy, j'aimerais bien ça que vous m'écoutiez et que je vais vous donner mon point de vue. Puis moi, ensuite, je vais prendre le temps de vous écouter. Donnez-moi mon point de vue. Peut-être qu'on va se rapprocher un peu. On réglera peut-être pas tout, mais on va peut-être se rapprocher un peu. C'est bien important. Monsieur Savard, vous brassez des millions de dollars dans l'immobilier, les mines, l'industrie forestière et l'hôtellerie. Vous ennuyez-vous du hockey? Moi, j'ai passé à d'autres choses. Mon congédiement en 95, c'était probablement la période la plus difficile de ma carrière. Mais j'étais pour quitter dans les années à venir. J'étais sur la fin de ma carrière. Et je pensais pas que ça se passerait comme ça. Les Canadiens, ça n'a pas marché. Tu voulais pas te reprendre avec les Nordiques. Tu n'aurais pas aimé ça, essayer de racheter ça? Non, moi, je suis un gars de Montréal. Êtes-vous encore amer ou ça va? Non, ça va, ça va. À un moment donné, on en revient. Serge, ça va? Monsieur Derham, Monsieur Savard, merci beaucoup. C'est gentil. Si vous permettez, ce soir, Serge et moi, on va inverser les rôles. Vous avez reçu votre carte personnalisée. On a une carte pour Danny ce soir. C'est mon tour. Est-ce qu'on peut la voir? Ça m'inquiète un peu. Ben, c'est troublant. C'est très troublant. Alors, en plus, il y a une enveloppe retour. Il y a que ton chèque C'est bon. indiqué. Oh, puis on va recevoir ça avec grand plaisir. Je vous le jure. Merci à vous deux. Vous restez avec nous. Tout de suite après la pause, les voitures. Vous ne faites pas de produits pour hommes. Je fais un parfum qui s'appelle Homme-Neige. Madame Moitié m'en a offert une bouteille. Depuis ce temps-là, Guilla est obligé de courir dans la rue parce que les femmes l'assaillent. À ce moment-là, je suis mieux de ne pas m'en mettre.